ce qui se passe dans les laboratoires de recherche, en particulier en matière de génération 4. Génération 4, c'est ce qui succède à EPR, à l'AP1000, pour faire court. C'est ce qu'on espère devenir commercial en 2040-2050. Et il y a toute une série de raisons derrière ce genre de développement. La première de ces raisons, c'est un accroissement de sûreté et de sécurité. Donc sûreté, c'est la sûreté des machines, sécurité, c'est tout ce qui est antiterrorisme, etc. Il y a aussi des raisons de coût, diminuer le coût, et des raisons de durabilité. On verra ça en détail. D'abord, un petit mot pour vous situer le contexte. Vous avez vu dans les journaux ce genre de publicité. Donc, le Forum nucléaire belge veut informer les citoyens de ce qui se passe dans le domaine nucléaire et en particulier des aspects industriels. Donc, c'est assez intéressant, je trouve, de voir dans les journaux, dans les abribus, dans toute une série d'endroits publics, des questions, tout simplement. On peut les poser au site du forum, on reçoit une réponse. Donc l'idée, ce n'est pas d'imposer une opinion quelle que soit, c'est d'écouter les réactions des gens. C'est assez intéressant, je trouve, comme démarche. Aujourd'hui, on va parler évidemment du tableau de Mendeleïev, en particulier de tout ce qui est actinide, donc l'uranium qui est évidemment au centre de la fission, ça vous l'avez entendu précédemment, et alors en particulier pour génération 4, neptunium, plutonium, américium et curium. Ça, ce sont les 4 actinides mineurs qui font problème dans le stockage souterrain. Ce sont ces 3-là en particulier, neptunium, américium et curium, qui sont très radiotoxiques et de durée de vie très longue. Donc on va voir que dans génération 4, on les brûle sur place dans le réacteur lui-même, de manière à ramener la durée du stockage souterrain de plusieurs centaines de milliers d'années à quelques centaines d'années, donc à l'échelle du siècle, ce qui est une échelle gérable. On n'a qu'à penser aux cathédrales, aux pyramides bien sûr. La centaine d'années est une échelle humaine. La dizaine à centaines de milliers d'années les moins. Donc c'est pour vous mettre tout de suite dans le bain, je dirais. Ça, c'est un tableau de Mendeleïev pour l'énergie nucléaire avec les produits de fission et les produits de transmutation. Un petit rappel de mécanique élémentaire pour insister sur le besoin d'économie d'énergie. Il est évident que le nucléaire, comme toute autre énergie, n'est pas là pour produire une infinité d'énergie à n'importe quel prix. Notre premier souci, au point de vue politique et au point de vue gestion de la planète, c'est évidemment économiser l'énergie. C'est un tout petit calcul très simple. L'ascension du Mont Blanc, hauteur 3800 mètres, un homme de 70 kg, la gravitation. L'énergie d'ascension, c'est hauteur fois masse fois gravité. 2,6 mégajoules, ça fait 0,7 kWh. Ça veut dire quoi? Si un homme, un athlète, réussit à monter le Mont Blanc en 7 heures, ça veut dire une puissance de 100 watts. Donc c'est un ordre de grandeur assez intéressant à avoir en tête. Quand on parle de térawatts ensuite, 100 watts, c'est la puissance d'un homme. Donc à l'époque, on aurait parlé de la puissance d'un esclave, à l'époque où l'énergie mécanique venait des hommes, donc c'est 100 watts. Soit dit au passage, le coût de cette énergie mécanique homme, si on compte 12 euros par heure, c'est 120 000 euros. Donc le coût du mégawattheure purement mécanique, c'est 120 000 euros. La révolution industrielle, toutes les technologies de production d'énergie qui en sont nées, a amené ce prix du mégawattheure à un facteur 1000 en dessous. C'est juste une petite introduction pour situer des ordres de grandeur et pour faire passer le message d'économie d'énergie avant tout. Ça, c'est le tableau de comparaison des prix de l'électricité dans tous les pays européens pour se rendre compte qu'aujourd'hui, l'électricité ne coûte que en fait 190 euros le mégawattheure. On est bien loin des 120 000 mégawatts, des 120 000 euros qu'il aurait coûté à l'époque de l'énergie mécanique.
On va entrer maintenant dans le vif du sujet. D'abord le contexte général, puis 4 thèmes: durabilité, sûreté, économie et non-prolifération. Donc je ne vais pas vous faire un catalogue, une espèce de musée de tous les réacteurs qui sont en développement pour le moment dans les laboratoires. Je vais plutôt insister sur la motivation qu'il y a derrière ces nouveaux développements: durabilité, sûreté, économie et non-prolifération. Et montrer par des exemples comment on arrive en effet à ça. Les défis énergétiques, on les connaît. On veut de l'énergie propre et il y a le changement climatique. Donc en gros, plus de CO2, plus de produits polluants. On veut des énergies qui correspondent à une planète plus propre, etc. En gros, on distingue dans l'histoire du nucléaire 4 générations. 1950, c'était les premiers prototypes qui découlaient directement du projet Manhattan, qui était très militaire en fait. C'est évident que dans les années 50, on avait une autre motivation qu'aujourd'hui. Puis est arrivée la crise du pétrole dans les années 70 et ça a causé un boom de l'énergie nucléaire civile, suite aussi à l'appel de Eisenhower en 1953, Atoms for Peace. Dans le monde aujourd'hui, les 435 centrales qu'il y a sont toutes de type génération 2, sauf quelques-unes qui sont encore de type génération 1, mais 99% sont de type génération 2. La génération 3, on est en train de la construire, c'est EPR, à Olkiluoto en Norvège, en Finlande. En Chine, il y a 2 EPR, il y a 2 EPR commandés aux États-Unis, donc le EPR commence à se développer. AP1000, la même chose, en Chine et aux États-Unis. La génération 4, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pour après 2020, au niveau prototype et au niveau industriel 2040. Une des préoccupations d'aujourd'hui, c'est évidemment ceci. C'est un graphique auquel je tiens particulièrement. C'est sur une échelle de 250 ans, 1850-2100, les différentes sources d'énergie: charbon, pétrole, gaz, nucléaire et renouvelable. C'est intéressant de voir que dans le passé, il y a très longtemps, quand on remonte au néolithique, tout était évidemment biomasse. On brûlait le bois, on brûlait la paille, tout était biomasse. Et c'est évident que dans un lointain très futur, très loin, on va retourner à de la biomasse aussi, puisque nécessairement les ressources naturelles vont s'épuiser. Que ce soit en 200 ans ou en 300 ans ou en 400 ans, c'est matière à discussion, mais géologiquement, toutes les matières premières vont s'épuiser. Donc il est urgent pour la période de transition de développer un nucléaire qui puisse durer plus longtemps que ça. Urgent de construire une nouvelle génération de renouvelables, pas du tout les renouvelables qu'on a aujourd'hui, mais du renouvelable vraiment long terme, une nouvelle génération de renouvelables pour assurer cette partie-là. Et puis dans très longtemps, on aura évidemment une sources de renouvelables de type biomasse. Donc c'est intéressant de voir évidemment, si on représente ça sur l'échelle multiséculaire, on a un pic de Dirac ici qui est assez étonnant, pour dire le moindre des choses. Un des soucis de l'Union européenne, c'est évidemment la dépendance de la Russie en particulier, mais aussi du Golfe arabe et de l'Afrique du Nord pour tout ce qui est gaz et pétrole et charbon. Donc on voudrait arriver à une autonomie énergétique pour des raisons évidentes. Une des raisons qui pousse évidemment à garder le nucléaire dans le mix énergétique. Le changement climatique, on le connaît bien aussi. La température de l'eau, le niveau des mers, etc. Ce sont des problèmes sur lesquels il ne faut pas insister, mais qui servent, si vous voulez, à éclairer l'arrière-plan de notre discussion. Ça, c'est le genre de stratégie auquel on pense au niveau européen. Le temps en abscisse, différents défis pour l'implémentation de ces technologies en ordonnée. Et donc, vous voyez en gros comment on discute, si vous voulez, les projets de recherche, les projets d'investissement industriel, les projets de politique de soutien, par exemple financier à certaines technologies. C'est dans ce cadre-là.
La fusion se trouve ici, c'est-à-dire des très grands défis pour l'implémentation, c'est évident. Non, la fission est là, la fusion est tout à fait là. La fission génération 4, c'est encore un très grand défi pour l'implémentation, mais on la voit assez rapidement. La fusion, elle est tout à fait loin, haut dans les défis et loin dans le temps. Le soleil, la cogénération, l'efficacité énergétique dans les immeubles, etc. Le captage de carbone, donc toutes ces technologies sont mises ensemble, si vous voulez, parce qu'il est évident qu'à la fin, on devra arriver à un optimum entre toutes ces technologies. On ne peut exclure, c'est même une question d'éthique, je dirais, on ne peut exclure aucune de ces énergies pour les générations suivantes. Donc il faut, c'est un des devoirs de la recherche, je dirais, maintenir, plus qu'une veille, maintenir des développements actifs dans toutes les énergies possibles. Au point de vue statistique, c'est intéressant de voir que les émissions de CO2, ici c'est au niveau mondial, se répartissent comme suit. Les raffineries de pétrole, le transport, l'industrie, autres et l'électricité. Alors le nucléaire, jusqu'à présent, c'est clair, dans le monde entier, ne sert que à produire de l'électricité. Un des défis de génération 4, c'est d'utiliser le nucléaire aussi pour la production de chaleur, c'est-à-dire d'attaquer les autres secteurs de ce cercle ici. Il est évident que le nucléaire, déjà maintenant, d'ailleurs, ça se fait très très peu, mais ça se fait dans certains pays de l'ancienne Union soviétique, utiliser la chaleur, l'enthalpie qui sort de la centrale, 320 degrés, de la belle vapeur, on peut l'utiliser pour du chauffage urbain, pour de la désalination, déjà pour une série d'applications aujourd'hui. Dans le futur, avec génération 4, on va arriver avec des nouveaux caloporteurs, on va en parler, à des températures bien plus élevées que 320 degrés. On est à 600, 800, même 1000 degrés dans certaines technologies. Donc on va s'attaquer au marché de la chaleur pour les aciéries, les cimenteries, les usines de verre, etc. Tout ce qui a besoin d'enthalpie à très haute température. Donc ça, c'est un des défis qui attendent la génération 4. Ça, c'est un schéma des 4 générations qui montre comment on est passé des réacteurs de type militaire, producteurs de plutonium essentiellement, la première génération de réacteurs commerciaux, génération 3 ou 3+, enfin c'est la même chose, et génération 4, avec les 4 thèmes que j'ai déjà évoqués en introduction, la sûreté, la durabilité, l'économie et la non-prolifération. On verra comment ces 4 buts, si vous voulez, sont atteints en pratique. Voilà une autre image avec une échelle de temps plus claire. Donc, génération 4, on l'a mise ici en 2050-2070, en particulier les réacteurs rapides avec cycle fermé. Donc, en d'autres termes, la génération 4 ne fait que faire ce que fait l'industrie, d'ailleurs, un peu partout, c'est le recyclage de ses propres déchets. Jusqu'à présent, le nucléaire rejetait ses déchets à l'extérieur. Maintenant, l'idée, on les régénère, avec en plus l'avantage d'utiliser le 238 à fond, au lieu de le jeter. Voilà de nouveau les 3 générations, de 70 à aujourd'hui. Là, on a insisté sur la fiabilité. On voulait des réacteurs commerciaux de type production d'électricité, donc il fallait que ce soit fiable. Ça ne pouvait pas être un réacteur de type recherche. La génération 3, aujourd'hui, EPR et AP1000, l'accent est sur la compétitivité. On veut le mégawattheure à 40 euros, on veut le mégawatt installé à 1700 euros. Donc il y a des buts financiers très clairs à atteindre. Génération 4, on l'a déjà dit, c'est une série de buts poussés à l'extrême. Aujourd'hui, donc, un peu de statistiques, 440 réacteurs commerciaux, à peu près 90% sont de type génération 2, 9% sont encore de type génération 1,
Il y en a par exemple encore 2 en Grande-Bretagne, il y en a quelques-uns en Russie et dans d'autres pays, qui opèrent dans 30 pays dans le monde entier. La puissance totale, 377 gigawatts installés, ce qui fait 14% de l'électricité mondiale. Au total, 14 000 années réacteurs. Donc c'est une expérience colossale dont un quart à peu près est dans l'Union européenne. Donc c'est une expérience que les industriels et les chercheurs exploitent au maximum. Le retour d'expérience du nucléaire est quelque chose de très important. Il y a une collaboration très, très intéressante à ce niveau-là. Ne pas oublier 250 réacteurs de recherche. Recherche, ça veut dire aussi, ce sont des sources de neutrons, production d'isotopes pour le médical, production de neutrons pour des applications industrielles, agricoles, par exemple la stérilisation, etc. Donc il y a énormément d'expérience aussi dans les réacteurs de recherche. Les réacteurs aussi de type en général militaire, ce sont les réacteurs pour les bateaux, les sous-marins, même les brise-glaces russes. Donc aussi une technologie assez intéressante parce que là c'est du suivi de charge très, très particulier. Là aussi 13 000 à des réacteurs d'expérience. Pour le moment, il y a, on reviendra à ça plus tard, une soixantaine de réacteurs en construction dans 14 pays. Donc, pour anticiper une question qui viendra probablement, l'effet Fukushima est évidemment réel. L'effet Fukushima n'est pas tellement une réduction du nombre de centrales, si ce n'est en Allemagne, bien sûr, où là, il y a un arrêt net des 7 premières et un arrêt programmé des 9 suivantes. L'effet Fukushima, à première vue, on pourra en reparler plus tard, c'est un retard dans la fabrication des réacteurs qui étaient déjà programmés auparavant. Retard dû aux autorités de sûreté, dû à la population, enfin en tout cas dans les pays démocratiques, qui demandent plus de contrôle avant de démarrer. C'est ce que j'ai mis là dans la dernière phrase. Donc, les réacteurs dans le monde occidental sont en général prévus pour 40 ans, avec des révisions décennales. Donc on ne sait pas un chèque en blanc pour 40 ans. Tous les 10 ans, on vérifie s'ils peuvent encore continuer. On va de plus en plus vers des demandes pour 60 ans. Donc à ces 40 ans, on va rajouter 20 ans. Par exemple, aux États-Unis, plus de la moitié des réacteurs, il y a 104 réacteurs aux États-Unis, 60 de ces réacteurs ont déjà eu l'autorisation de travailler jusqu'à 60 ans. Donc c'est assez intéressant de voir comme cette technologie conçue dans les années 70, puisqu'on parle de 40 ans d'âge, est estimée par les autorités de sûreté, qui sont neutres, etc., comme encore bonne pour 20 ans de plus. Donc c'est assez exceptionnel d'ailleurs dans le monde industriel de concevoir des machines qui durent 3 générations. Donc l'ingénieur qui a conçu ces centrales aura peut-être son petit-fils ou sa petite-fille qui va y travailler. Donc c'est un défi que je mentionne ici parce que c'est un des défis de génération 4 aussi. Génération 4 vise dès le départ, dès la conception, des matériaux et des systèmes une partie des systèmes de contrôle qui doivent durer 60 ans. C'est un défi, surtout quand on pense aux dommages, aux effets des rayonnements sur les matériaux. Donc c'est une très grosse contrainte dans les cahiers de charge de génération 4. D'ailleurs, génération 3 est de ce type-là aussi. EPR est conçu et vendu comme un réacteur de 60 ans. Donc ça, ce sont d'autres exigences qui sont assez classiques pour le nucléaire d'aujourd'hui. Alors en Europe, on a aujourd'hui 133 réacteurs. Il y a un an et un mois, je vous aurais dit 140, mais donc les Allemands ont arrêté 7 de leurs réacteurs. Donc il y a 133 réacteurs aujourd'hui en Europe, dans 14 pays membres. Donc ce sont des chiffres importants à connaître. Donc plus de la moitié des pays membres de l'Union européenne, il y a 27 pays, 14 pays ont du nucléaire, tous de génération 2,
pas tous en fait, il y en a encore deux de génération 1 en Grande-Bretagne. Ce sont les chiffres de mars 2012 qui sont dans l'exposé, vous les aurez plus tard, répartis en deux grandes catégories, si vous voulez, les réacteurs de conception occidentale ici, donc Westinghouse et Framatome, enfin maintenant Areva essentiellement, des réacteurs de conception russe ici. Conception russe, ça veut dire des VVER, ce sont des machines de 450 mégawatts, ce sont des réacteurs à ne pas confondre avec ceux de Tchernobyl qui sont des RBMK, hein, des réacteurs bouillants à tube, donc un tout autre type. Ici, ce sont des petits réacteurs, je dirais du type, enfin de la puissance de Joule. La génération 3 se veut évolutionnaire en ce sens qu'elle a construit, elle a conçu ces systèmes à partir de la génération 2. Elle n'a fait que améliorer les matériaux, les systèmes de commande par rapport à la génération 2. Elle a par exemple, donc on parle ici de EPR et de AP1000, introduit le contrôle-commande numérique dès le départ. Des chambres des chambres d'opérateurs ergonomiques. Donc il y a tout un travail sur l'interaction homme-machine, évidemment du CAD, du design aidé par ordinateur. 60 ans, je vous l'ai déjà dit, une performance des installations du type 92%, ce qui est le maximum aujourd'hui. D'ailleurs, les centrales nucléaires sont les machines de production d'énergie les plus performantes en termes de pourcentage, 92% par an, c'est assez énorme. Pourquoi pas 100%? Parce qu'il faut toujours prévoir une petite partie pour l'arrêt et l'entretien, bien sûr. Sûreté accrue, hein, en particulier pour tout ce qui est accident grave, et un effort sur la non-prolifération. Le futur de génération 3, c'est il y a plusieurs améliorations qu'on peut encore faire même par rapport à EPR. C'est ce qui est en train d'être testé en Chine et en Asie du Sud-Est. Donc même sur la génération 3, on continue à améliorer. Ça, c'est une liste de génération 3 telle qu'on la voudrait aux États-Unis, enfin telle qu'on la veut aux États-Unis. En 2002, les Américains ont dit voilà, ça, ce sont tous les réacteurs de type génération 3 que nous sommes prêts à acheter. Les Européens se sont groupés dans une association qui s'appelle European Utility Requirements en 2004 et eux ont fait ce choix-ci. Donc c'est assez intéressant de voir que tous les électriciens européens, il y en a 8, une grosse quantité d'industriels se sont mis d'accord sur un cahier de charges unique. Donc ça facilite le travail des vendeurs. On voulait éviter la situation qu'on a à présent avec Génération 2, où chaque pays a pratiquement, et peut-être même à l'intérieur de chaque pays, chaque ville, des réacteurs différents. Ici, on a dit voilà, un cahier de charge commun, toute une série, c'est évidemment des très gros cahiers de charge, toute une série d'exigences que doivent vérifier tous les réacteurs de type génération 3 qui seront installés en Europe. C'est ce qu'on appelle le document EUR 2004. Voilà des exemples concrets de génération 3, EPR, AP1000, hein, ce sont les deux grands concurrents, Mitsubishi, les Russes, donc, et il y en a d'autres aussi. Ici, je répète, donc, aujourd'hui, après Fukushima, dans le monde, il y a 61 réacteurs en construction et 162 qui sont commandés de façon ferme. C'est une information qui date d'il y a quelques jours sur le site de l'IAEA et sur le site aussi ici de la WNA. C'est une information assez intéressante pour discuter des effets de Fukushima ou du non-effet, si on peut dire, en matière industrielle de Fukushima. Ça, c'est une explication du nombre de travailleurs qu'il y a dans l'industrie nucléaire, par exemple aux États-Unis.
100 000 travailleurs. En Europe, il y en a même plus. En Europe, on estime en gros 300 000 travailleurs directement concernés par le nucléaire et à peu près autant dans les services annexes. Donc au point de vue emploi, le nucléaire représente un très gros consommateur de ressources et de main-d'œuvre, d'ailleurs de très haut niveau. C'est intéressant de voir qu'il y a toute une série de pays, par exemple ici en Afrique du Nord en particulier, évidemment en Amérique du Sud, qui ne sont pas encore nucléaires et qui voudraient le devenir. C'est ce qu'on appelle le groupe INPRO à l'IAEA, à l'agence de Vienne, l'IAEA, International Atomic Energy Agency. Il y a 35 pays qui ont fait une demande officielle pour entrer dans le club nucléaire, si vous voulez. Vous vous souvenez, aujourd'hui, il y a 30 pays, donc il y en aura peut-être 65 dans 10 ou 20 ans. On ne pousse pas, je vous dis tout de suite, l'Union européenne en tout cas ne pousse pas, on a des très grosses exigences. Si vous voulez entrer dans le club nucléaire, il faut toute une série de conditions. Il faut d'abord une autorité de sûreté nationale, ensuite une infrastructure scientifique nationale, si possible des universités, des centres de recherche nationaux. Il faut que vous fabriquiez vous-même votre main-d'œuvre. Il ne faut pas que vous achetiez la technologie, d'accord, mais pas acheter la main-d'œuvre à l'étranger. Le nucléaire est une technologie sensible qui exige une maturité politique aussi. Il faut des pays stables et une maturité scientifique de très haut niveau. Et donc, sous ces conditions-là, on discute ça avec l'IAEA. Il y a 35 pays qui disent voilà, nous, on est en train de construire notre autorité de sûreté, on est en train de construire nos universités dans le nucléaire. On arrive à Génération 4, ça ce sont les pays qui ont signé l'accord Génération 4 en 2002. C'est une initiative qui était partie à l'origine des États-Unis. Et très vite, tous ces pays-là se sont raccrochés aux États-Unis, en particulier l'Union européenne. Et il y a quelques années, la Chine et la Russie se sont joints aussi. Il manque que l'Inde et peut-être encore l'un ou l'autre pays qui sont en discussion. Donc c'est assez intéressant de voir la Suisse, la Corée du Sud, extrêmement actifs, l'Afrique du Sud, le Japon bien sûr, très actif, le Canada et alors comme grand pays, la Chine et la Russie. Ça, ce sont les 6 systèmes de génération 4. On va en parler tout au long de l'exposé. 3 réacteurs de type rapide, donc ce sont des neutrons rapides, ça veut dire qu'on peut surgénérer l'uranium 238 qui en temps normal est jeté. Ici, on le garde, on le surgénère, on lui ajoute un proton, il devient du plutonium qui est fissile, donc on recycle, enfin mieux que recycler, on réutilise de la matière fertile, on en fait de la matière fissile. Ça, ce sont les neutrons rapides. 3 caloporteurs, le sodium, le plomb et le gaz. 3 réacteurs ici qui ne sont pas nécessairement rapides, qui peuvent l'être, mais qui ne le sont pas nécessairement. Le réacteur à très haute température, qui peut monter à 1000 degrés à la sortie. Le réacteur à eau supercritique, ça c'est un concept très intéressant parce que l'eau supercritique est déjà utilisée dans les centrales au charbon les plus modernes. C'est un très beau brevet de Siemens, utiliser l'eau à sa pression critique de 220 bars, 620 degrés, donc des conditions extrêmes qui lui donnent d'ailleurs une rentabilité de près de 50%, alors que dans le classique, on tourne autour de 35%. Et le réacteur à sel fondu, ça c'est très original, c'est un réacteur où le combustible est liquide et circule en permanence dans cette boucle. Donc il est en permanence retraité aussi. C'est le concept, à mon avis, vraiment le plus innovant. Le combustible est liquide, c'est un sel de fluor liquide, tandis que dans les autres, le combustible est solide. Ce sont des barreaux de style classique, sauf ici où ce sont des billes, des milliers de petites billes qui elles-mêmes sont entourées de carbone. Voilà les 4 buts de génération 4. La durabilité, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire utiliser au maximum le combustible. Ça, c'est le 238 qu'on va utiliser. Comme je l'ai dit juste avant, on va le transmuter, on va le transformer en plutonium 239. On minimise les déchets puisque les neutrons rapides cassent ce qu'on a vu tout à l'heure, neptunium, américium et curium. Sûreté et fiabilité maximum, hein, en particulier éviter toute évacuation de la population aux alentours d'une centrale en cas d'accident grave. Donc ça, c'est vraiment une exigence du cahier de charge. S'il y a un accident grave, 10 moins 6, 10-7, il ne faut pas devoir évacuer la population. Économie, là on garde cet objectif de 60-80 euros par mégawattheure. Non-prolifération, on verra comment dans le cycle du combustible de génération 4, on évite la prolifération. Premier thème, donc un peu de détails sur la durabilité. Donc, il s'agit d'utiliser le combustible au maximum, hein, soit dans du MOX. Le MOX est cet oxyde mixte d'uranium et de plutonium qu'on utilise déjà dans les centrales aujourd'hui. Donc déjà aujourd'hui, on peut, c'est d'ailleurs un des nombreux brevets belges, il s'agit ici de mentionner d'ailleurs dans des tas de domaines nucléaires l'inventivité des Belges. Les Belges ont été les premiers dans les années 60 déjà à inventer ce combustible qui est fait d'uranium et de plutonium. Donc on utilise le plutonium un maximum déjà dans les centrales d'aujourd'hui. Hein, le plutonium, je répète, le plutonium est un sujet intéressant parce que les uns le considèrent comme un déchet, le jettent, d'autres le considèrent comme une ressource et donc l'utilisent. Donc si vous voulez, dans le nucléaire, il y a comme ça quelques questions de base, presque de type philosophique, hein, je dirais. Le plutonium, est-ce que c'est une ressource ou un déchet? Si on décide, comme les Français, que c'est une ressource, alors on va vers le MOX. Si on décide que c'est un déchet, on le jette. Mais il faut se rendre compte qu'on jette une ressource. Une ressource qui, en plus de ça, est très, très radiotoxique. Donc, génération 4 va utiliser du MOX dans un premier temps et dans un deuxième temps des combustibles avec beaucoup plus de plutonium que dans le MOX. Ici, je l'ai déjà dit, on brûle tous les actinides mineurs, en particulier neptunium, américium et curium. Et la transmutation, c'est en quelque sorte ce vieux rêve de l'alchimie, je dirais presque du Moyen-Âge. Donc on transmute en gonflant le noyau, on arrive à partir d'un actinide très radiotoxique à faire des actinides qui le sont moins. Mais donc ça exige toute une chimie qu'on verra plus loin, assez sophistiquée. Voilà une autre façon de représenter ce que je vous avais déjà dit, le charbon, 192 ans, le gaz, le pétrole, l'uranium tel qu'il est utilisé aujourd'hui, c'est-à-dire l'uranium 235, qui, hein, je vous le rappelle, ne constitue que 0,7% de l'uranium naturel. Donc on jette en fait 95% de l'uranium aujourd'hui, 95% des déchets nucléaires sont récupérables, parce que c'est de l'uranium 238. Dans les rapides, on utilise, on fertilise, on surgénère l'uranium 238 pour en faire du plutonium 239, ce qui donne un facteur 50. Donc du coup, l'uranium ne devient plus une ressource rare. Si on passait au rapide, c'est un scénario extrême évidemment, partout, on aurait un facteur 50. On aurait 2500 ans de réserve d'uranium. C'est un ordre de grandeur intéressant pour se rendre compte de l'avantage des neutrons rapides. Qu'est-ce que c'est les actinides? Ben ça, on en a déjà parlé au début. Donc, c'est toute cette partie-ci du tableau de Mendeleïev. Et ici, je pose la question, est-ce que le plutonium est une ressource ou un déchet? Donc ça, c'est vraiment une question de politique. Les parlements nationaux se sont battus
à ce sujet pendant des années, en Belgique en particulier, avec des conséquences politiques. Par exemple, en Belgique, on a décidé dans les années 90 que le plutonium était devenu un déchet. Donc du coup, Belgonucléaire a dû arrêter sa technologie MOX en particulier, qui permettait de brûler le plutonium militaire américain, par exemple. Belgonucléaire aurait pu, et avec ça l'emploi belge, etc., avoir de très très beaux contrats d'incinération du plutonium militaire américain. Donc c'est une question vraiment de base. Est-ce que le plutonium est un déchet ou une ressource? Alors on peut se poser très justement la question, d'ailleurs elle est posée parfois au Forum nucléaire belge, pourquoi s'est-on focalisé dès le début sur le cycle uranium, hein, donc uranium 235 fissile, hein, qui donne cette chaîne-là avec les fameux produits radiotoxiques dont on voudrait maintenant se débarrasser. On aurait pu penser, et c'est une très bonne idée en effet, au thorium, au cycle du thorium. Hein, le thorium 232, extrêmement abondant dans la croûte terrestre, 3 ou 4 fois plus abondant que l'uranium, est un matériau fertile. Donc en bombardant son noyau, on arrive à du thorium 233, qui lui mène très vite à de l'uranium fissile 233, sans ces actinides mineurs qui nous gênent beaucoup. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Pour plusieurs raisons. La première raison, je dirais, c'est la difficulté du cycle de ce combustible-là. Le protoactinium ici, 233, est extrêmement toxique, impossible à manipuler avec les technologies d'aujourd'hui. Il faut de la robotique. On le fait en laboratoire, bien sûr, mais on parle ici d'une possibilité au niveau industriel. Donc ce protoactinium-là est extrêmement difficile à manipuler dans la chaîne du thorium. Donc toutes les techniques de recyclage du thorium sont extrêmement coûteuses, extrêmement difficiles, tandis qu'elles sont relativement faciles dans l'uranium. Une autre raison, évidemment, c'est, je dirais, l'inertie historique. Le plan Manhattan, les premières applications civiles et même militaires du nucléaire ont été faites avec de l'uranium, donc l'industrie s'est lancée là-dessus. Vous savez, il y a d'autres technologies où les historiens se posent ce genre de questions. Le moteur à explosion n'est pas non plus la technologie la meilleure. Il y a toute une série de facteurs historiques et parfois aussi techniques qui expliquent des grands choix comme ça. Toujours dans le thème de la durabilité, une comparaison des volumes de déchets. Donc c'est vrai que la toxicité des produits à haute activité est très forte, mais le volume est absolument minime. On ne le voit même pas, c'est la pointe de la flèche comparé aux déchets radioactifs normaux, qui seraient ce poids-là, comparé aux déchets toxiques de l'industrie. Il ne faut pas oublier que le chimique, les médicaments et même le pétrole, le gaz et le charbon produisent énormément de déchets toxiques, évidemment pour ne pas parler des déchets en général. Donc c'est intéressant de voir que le nucléaire produit des déchets, bien entendu, de très longue durée, bien entendu, mais dans un volume absolument minime. Ça, c'est une façon, évidemment, de résoudre le problème. C'est le recyclage, c'est ce qui se fait déjà maintenant. C'est une image d'Areva. Donc, les Français, depuis toujours, recyclent l'uranium et le plutonium. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ils partent de la mine, hein, on fabrique le combustible, on l'enrichit, on le met dans des usines, il passe des usines d'éléments combustibles, il passe ces quelques années dans la centrale. Dans la plupart des pays, on le jette, on le met de côté dès qu'il a fini son cycle dans la centrale. En France, au Japon, en Russie, en Inde, dans quelques pays du monde, on le recycle, on récupère l'uranium 235 en particulier, il y a toujours 1% qui reste, on récupère le plutonium, on fait du mix et on cycle comme ça. Évidemment, il y a toujours le stockage souterrain, il y a toujours les déchets ultimes, mais qui n'ont plus de plutonium à ce moment-là.
Donc ça, c'est une première phase de recyclage. On verra que dans génération 4, le recyclage va beaucoup plus loin parce que au plutonium, on ajoute américium, curium et neptunium. Donc on rajoute les 3 actinides mineurs dont on veut absolument se débarrasser. Voilà, ça c'est un schéma chimique d'aujourd'hui, enfin pas chimique, mais le couplage du réacteur et du traitement. Hein, donc l'usine, si vous voulez, ça c'est Tihange, Doul, et ça c'est la Hague, hein, pour faire simple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On les recycle en utilisant le système Purex. Purex, ça veut dire plutonium, uranium extraction. On extrait de la Hague le plutonium selon une boucle séparée de la boucle uranium. Ça pose, donc, et on rejette les produits de fission et les actinides mineurs. Alors ça, au point de vue de non-prolifération, ça peut poser un problème, en ce sens qu'on a une chaîne de plutonium pur dans le circuit, hein, qui évidemment pourrait tenter certains pour des actions malveillantes. Ce qu'on est en train de faire maintenant, de développer, c'est une nouvelle filière où on extrait simultanément l'uranium et le plutonium. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus difficile et moins intéressant que là, quand on a le plutonium séparé tout seul. Et on va voir dans génération 4, on a uranium, plutonium et actinides mineurs dans la même chaîne chimique. Voilà, c'est ici. Uranium, plutonium, c'est ce qu'on vient de voir. Un premier progrès, c'est ce qu'on appelle le recyclage hétérogène. Les actinides mineurs selon une boucle bleue ici, uranium, plutonium selon la boucle rouge. Les déchets qui sortent de ça, ce ne sont plus que les produits de fission, qui eux sont de durée beaucoup moins longue que les actinides mineurs. Ces produits de fission, c'est quelques centaines d'années. L'étape ultérieure, dans génération 4, ici on parle de chimie de génération 4, c'est uranium, plutonium, actinides mineurs ensemble. Ça, c'est un produit absolument impossible à dévier pour des intentions malveillantes. Ça, c'est le genre de chimie très sophistiquée qu'on développe pour ça, hein, des nouvelles molécules, des calixirènes en particulier, capables de capter les actinides mineurs et le plutonium dans le bain de combustible dissous. Donc c'est de la chimie très intéressante qui est en train de se développer dans les laboratoires européens en particulier. Les Français sont évidemment chefs de file là-dedans dans leur usine de Marcoule en Provence. Alors voilà un graphique qui illustre de façon claire les gains de durabilité. Donc vous avez le temps ici en échelle logarithmique, hein, jusqu'au million d'années. La radiotoxicité relative, hein, relative par rapport au niveau des mines, hein, parce que l'uranium, il faut le comparer à son niveau naturel. Ça n'a pas de sens de viser le zéro absolu. Il n'y a rien qui est zéro absolu dans la nature. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec la technologie de génération 2? On jette tout. Hein, ça veut dire qu'on arrive à des durées de stockage, enfin les produits qu'on met dans le stockage souterrain sont de plusieurs centaines de milliers d'années. Spent fuel no reprocessing, c'est ce que font la plupart des pays aujourd'hui, sauf France, Japon, Russie et États-Unis pour certaines de leurs centrales. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils recyclent le plutonium. Vous vous rappelez la boucle de Areva. Du coup, on arrive à une échelle de temps de 10 000. Hein, le plutonium n'est plus dans les déchets puisqu'il est recyclé et comme il est fissile, il est détruit. Donc on gagne 1 ou 2 ordres de grandeur. Génération 4, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, donc partitionner and transmutation, il va séparer et transmuter les actinides mineurs, donc on descend à ce que je vous disais en introduction, quelques centaines d'années. Donc c'est vraiment un progrès considérable par rapport aux centaines de milliers d'années ici. On est ici à l'échelle du siècle. Donc ça c'est une image assez intéressante pour illustrer la durabilité.
On va passer au chapitre suivant maintenant, qui est la sûreté. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire en génération 4 en termes de sûreté? Le but principal, pas besoin d'évacuer hors site en cas d'accident grave. Un rappel de la sûreté classique, c'est-à-dire la sûreté classique en nucléaire, est basée sur ce qu'on appelle la défense en profondeur. C'est l'image des poupées russes, si vous voulez. Il y a chaque fois une protection qui couvre la protection inférieure, qui couvre la protection inférieure, etc., etc. Donc il y a au total 5 niveaux. Hein, on ne va pas entrer dans les détails, mais c'est une approche, une technologie, d'ailleurs qu'on est en train de discuter avec d'autres industries maintenant. Le chimique et le pétrole, par exemple, s'intéressent beaucoup à cette défense en profondeur. Hein. Comment va-t-on l'améliorer? On va l'améliorer en travaillant sur le dernier niveau ici, qui est la gestion des accidents graves. Quel est le but de la recherche en sûreté en général? On peut le représenter ici par un graphique que les autorités publiques connaissent bien. La probabilité qu'un accident se passe par année en ordonnée et en abscisse le relâchement de césium-137 ou un autre comment dire, effet grave. Le but de la sûreté, de la recherche en sûreté, des applications industrielles, c'est évidemment de réduire cette courbe au minimum par de la prévention. La prévention, ça veut dire diminuer la probabilité qu'un accident se passe, et par de la mitigation, c'est-à-dire si l'accident se passe, on mitige, on réduit ses conséquences au maximum. Donc le but, c'est d'arriver à amener cette parabole vers zéro. Alors la sûreté, c'est évidemment aussi une question d'ingénieur classique, je dirais, c'est-à-dire faire des systèmes stables. Ça vaut la peine de le rappeler parce que RBMK, par exemple, Tchernobyl, était un réacteur instable. C'était un réacteur à boucle de réactivité. Hein, ça, c'est l'effet Doppler qui représente le mécanisme de feedback de la neutronique. Dans les réacteurs russes de type RBMK, ce coefficient était positif. Donc c'était un système qui nécessairement devait exploser. Donc, la première chose, c'est évidemment, pour génération 4 aussi, c'est très important, concevoir des systèmes qui sont neutroniquement contrôlés, donc boucle de contre-réaction négative, la même chose au point de vue thermique, la même chose au point de vue chimique et au point de vue mécanique. Donc il y a 4 équilibres à vérifier dans une centrale: neutronique, mécanique, chimique et le quatrième. Ouais. Donc ça, c'est particulièrement important dans génération 4 parce que les réacteurs rapides ont tendance à avoir un coefficient de contre-réactivité positif. EPR, donc, qu'est-ce qu'il a de mieux que la génération précédente, hein? Je le montre ici parce que génération 4 va aller encore plus loin. Donc EPR a par exemple quelque chose d'unique au monde qui est ce récupérateur de sodium, de corium fondu en dessous du réacteur. Donc le corium, c'est le mélange de combustible et d'assemblage fondu en cas d'accident grave. Si le fond de la cuve casse, tout ce mélange, ce corium, est réparti dans un récupérateur de corium. Donc il y a, si vous voulez, tout est retenu à l'intérieur de l'enceinte. Il y a évidemment une redondance des systèmes de sûreté. Il y a la double enceinte de béton. Hein, il y a la peau d'étanchéité à l'intérieur. Il y a des recombineurs d'hydrogène. Donc ça, c'est Fukushima. Fukushima, enfin, ce n'est pas un exposé sur Fukushima, mais Fukushima, un des gros problèmes, c'était que l'hydrogène produit par l'accident est resté bloqué en haut de leur voûte en béton. Il n'y avait pas de filtre pour l'évacuer. Et à une certaine quantité, l'hydrogène est auto-inflammable et c'est ça qui a fait exploser les centrales. Dans
EPR, et d'ailleurs dans toutes les centrales européennes, c'est obligatoire depuis 15 ans, il y a des recombineurs passifs autocatalytiques d'hydrogène. Dès qu'il y a une molécule d'hydrogène qui apparaît, ces systèmes la transforment en eau. Ça, c'est une image de la cuve de Olkiluoto. Donc, ce sont des composants très grands qu'on ne fabrique qu'au Japon pour le moment. C'est d'ailleurs un des problèmes de génération 4. On n'a pas encore maintenant, enfin on a le temps puisque c'est pour dans 20 ans, on n'a pas beaucoup, on n'a qu'une métallurgie, c'est la métallurgie japonaise qui est capable de fabriquer des très gros composants. Les Chinois et les Coréens du Sud sont en train de monter des usines semblables. AP1000, les Américains, Westinghouse a une toute autre conception de la sûreté. Eux, ils ont des réservoirs d'eau au-dessus du réacteur, des immenses réservoirs d'eau qui, en cas d'accident grave, je parle toujours des accidents graves ici, pas des petits accidents, je dirais, de fonctionnement. Cette énorme masse d'eau va tomber, va s'écouler le long de la paroi extérieure et refroidir passivement, refroidir naturellement les parois qui sont chauffées par la vapeur. C'est évident que si la cuve casse ici, cette vapeur va échauffer énormément les parois. Donc ça, c'est un concept très intéressant aussi, mais évidemment avec des problèmes sismiques évidents aussi. AP1000 est assez fort, enfin AP1000 c'est donc Westinghouse Toshiba, dans tout ce qui est modularisation. Ce sont des développements industriels assez intéressants. Donc, concevoir le réacteur en petits morceaux, un peu comme un Lego, si vous voulez, alors que jusqu'à présent, les réacteurs nucléaires, c'était toujours des composants massifs qu'on devait fabriquer très loin de l'emplacement du réacteur, transporter, etc. Ici, l'idée, c'est essayons de faire un grand Lego avec beaucoup moins de composants qu'avant aussi. Au point de vue matériaux, génération 4 est très intéressant parce que il s'agit de, je vous ai dit, ce défi des 60 ans, l'irradiation pendant 60 ans. L'irradiation casse la structure cristalline des métaux, donc produit des dommages de type mécanique et chimique, mais surtout de type mécanique. Les propriétés de résilience en particulier du métal souffre, donc il faut concevoir des nouveaux métaux. C'est ce qu'on fait avec des nanoparticules spéciales qu'on met dans les aciers nucléaires. Il faut concevoir des nouveaux métaux pour arriver à ces 60 ans d'irradiation dans le nucléaire du futur. Il faut se dire aussi que la durée de vie d'une centrale est dictée par c'est essentiellement deux composants non remplaçables. Tout le reste, on peut remplacer. C'est la cuve, qui est tellement grosse qu'on ne peut pas la remplacer, et l'enceinte en béton, qu'on ne peut pas remplacer non plus. Tout le reste, on peut remplacer. Donc, il s'agit de trouver, le béton, c'est moins important, mais il s'agit de trouver des métaux ou alors des céramiques. On pense beaucoup à des sixiques, à des carbures de silicium, par exemple, qui puissent résister à tout ça. Ça, c'est une image intéressante de la recherche en métallurgie. Donc, dans les années 40-60, on arrivait à des matériaux pour le nucléaire maximum 520-540 degrés. 10 ans après, on est monté de 20 degrés. 10 ans après aussi de 20 degrés. Donc, en gros, depuis 60 ans, on fait 2 degrés par an. C'est une recherche extrêmement pénible, extrêmement difficile, qui concerne, je dirais, tous les fabricants d'acier du monde. On doit arriver, si on veut améliorer la performance des machines, un rendement de Carnot, etc., on doit arriver à du 700, 800, 900 degrés pour le futur. Donc il y a beaucoup de travaux de recherche qui se font uniquement sur les métaux. Ça, ce sont certains des nouveaux aciers avec des nanocomposants dedans. Certains de ces aciers qu'on teste pour le moment en centrale, en réacteur de recherche. Il y a évidemment
je dirais, beaucoup plus de candidats. Pour le moment, ce sont les trois qui, qui conviennent et qui conviennent d'ailleurs à la fusion aussi, parce que ce genre de recherche se fait avec la fusion. Alors ce genre de recherche se fait du point de vue théorique avec des techniques assez intéressantes, des calculs ab initio. Donc on parvient maintenant à simuler le comportement des matériaux à partir du nanomètre et de la picoseconde jusqu'à la version et élément fini, hein, qui est le mètre et l'année. Donc c'est très intéressant de voir comme les différents physiciens fondamentaux, si on peut dire, travaillent ensemble, ab initio, dynamique moléculaire, théorie cinétique à palier, dynamique de dislocation, plasticité des cristaux, tout ça travaille ensemble dans un seul code de calcul cohérent qui d'ailleurs est financé par EDF. C'est assez intéressant de voir que l'industrie finance ce genre de recherche parce qu'ils veulent comprendre pourquoi leurs aciers, sous certaines irradiations, dans certains environnements, souffrent. Donc s'ils comprennent ça, ils peuvent dès lors améliorer la génération suivante. Donc c'est très intéressant de voir qu'il ne s'agit pas d'un travail purement académique, c'est évidemment aussi intéressant pour les universités, mais c'est un travail aussi industriel. Et la même chose se fait d'ailleurs pour le moment en chimie aussi. Elles essayent de comprendre à partir de la plus petite échelle de distance et de temps les phénomènes de corrosion en particulier, hein, à l'interface gain-caloporteur par exemple, pour en déduire des nouveaux matériaux et des nouveaux composants à mettre soit dans le caloporteur, soit dans la gaine. Ça, c'est une image des matériaux toujours. Hein, donc, on est dans le chapitre sûreté. Hein, c'est des problèmes de sûreté. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la température de 0 à 1200 degrés. Ici, ce qu'on appelle le DPA, c'est le dommage par atome. C'est une façon de mesurer le dommage des rayonnements, enfin gamma en particulier, et des neutrons bien sûr, sur la structure cristalline. On appelle ça des DPA. Les réacteurs d'aujourd'hui, les réacteurs Tihange-Joule, si on peut dire, se situent là, 320 degrés, 30 DPA. Les générations 4 ont des exigences beaucoup plus grandes, et la fusion, n'en parlons pas. Là, on est à 1000 degrés et à 200 DPA. Donc là, il faudra des matériaux absolument innovants, du type SiC ou alliage de vanadium, ODS, etc. Au point de vue sûreté, c'est intéressant aussi de voir ce qu'on fait du côté médical, si je peux dire, la radioprotection. Le grand problème de la radioprotection et de la recherche dans ce domaine-là, c'est les faibles doses. Donc voilà un graphique dose d'irradiation, hein, en millisieverts, si vous voulez, ou en n'importe quelle unité, et le risque, hein, le risque en termes de cancer, par exemple. Les effets des grandes doses sont très bien connus. Hein, ça, c'est l'étude de Hiroshima, en particulier, a donné une droite qui est bien connue des gens de la radioprotection, qui est ceci. Le problème vraiment colossal, c'est qu'est-ce qui se passe pour les faibles doses. Surtout qu'on découvre de plus en plus ce phénomène d'hormèse. Ça veut dire qu'à faible dose, l'effet des faibles doses peut très bien être positif même. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup pour le moment. On en revient, si vous voulez, à... On se moque parfois du succès des rayonnements nucléaires il y a 100 ans. Il y avait la publicité dans certaines stations thermales, etc. Venez profiter de notre radioactivité, etc. C'est quelque chose qu'on est en train de découvrir au point de vue scientifique, le phénomène d'hormèse, et qui pourrait changer radicalement la vision des choses. Pour le moment, l'industrie et le législateur, de façon un peu bête, je m'excuse de dire un peu bête, mais a tiré une ligne droite tout simplement. À partir des hautes doses, ils tirent une ligne droite et ils disent voilà, le risque c'est ça, et en fonction de la dose. C'est un peu bête en ce sens que ça coûte un argent énorme à la communauté, hein, puisque à chaque
dose est associée à un risque, alors qu'il se peut très bien, c'est ce qu'on est en train, je répète, de découvrir maintenant, qu'à des faibles doses, il n'y a pas de risque, au contraire, il pourrait y avoir des bienfaits. Des bienfaits de réparation de l'ADN cassé, par exemple. Hein, c'est ça qu'on appelle le bienfait, hein, les rayonnements à dose. Ici, petite dose, ça veut dire moins de 100 millisieverts. Hein. Euh, Autour de 100 millisieverts, il pourrait déjà y avoir des chaînes d'ADN cassées. Si on descend, il peut y avoir des mécanismes réparateurs de ces cassures. Ça, c'est un peu ce que nous avons fait suite aux accidents de Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima. Hein, il est évident que les programmes de recherche de la Commission et du monde entier sont chaque fois influencés par ces accidents. Hein, Three Mile Island, la grande leçon, c'était la, euh, l'analyse probabilistique. Hein. On s'est rendu compte là que l'analyse de sûreté qu'on faisait jusqu'à présent était de type trop déterministe. Hein. On avait en tête une série, ce qu'on appelle d'accidents de dimensionnement, et la réalité était tout à fait différente. Là, c'était une petite tubulure vraiment toute petite qui a claqué. On ne s'en est pas rendu compte au niveau de l'instrumentation et ça a amené tout le réacteur en crise. Donc, depuis lors, on se dit, il faut, enfin on se dit et on le fait, passer à une analyse probabilistique également des accidents. La grande leçon de Tchernobyl, c'est la culture de sûreté. Hein, les Russes, en l'occurrence, n'avaient pas la moindre idée, c'était même pas des ingénieurs nucléaires, c'était, je ne sais pas, des employés de l'usine qui avaient, par une nuit d'avril 86, décidé de faire un essai. Donc, culture de sûreté, hein, qui est autre chose que la technologie de sûreté. La culture de sûreté, c'est tout un apprentissage de comportement, pas seulement de connaissances, mais de comportement et d'attitude. Fukushima, là, la grande leçon, c'est évidemment qu'on doit imaginer l'inimaginable, en particulier la combinaison de différents catastrophes naturelles. Donc c'est là-dessus qu'on travaille maintenant. Qu'est-ce qui se passe s'il y a en même temps une tempête et un avion qui tombe, ou en même temps, enfin l'avion qui tombe, ce n'est pas une catastrophe naturelle, mais donc imaginez l'inimaginable. Donc le grand défi, c'est chaque fois évidemment de regagner la confiance du public et des investisseurs, parce que les investisseurs évidemment sont derrière tout ça aussi. Et pour ça, on a une série d'actions au niveau communautaire. L'économie de génération 4, ben, on est évidemment dans un contexte global maintenant, États-Unis, Europe, Chine, Japon, mais on peut rajouter la Corée du Sud, qui est extrêmement agressive au point de vue commercial nucléaire. Donc il s'agit de trouver sa voie là-dedans. Hein. Si l'Europe ne parle pas d'une voix au point de vue nucléaire, en particulier au point de vue optimisation économique des réacteurs, il est évident qu'on pourrait avoir des ennuis. Alors l'économie, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire, vous vous rappelez au début, j'avais dit, le nucléaire devrait s'attaquer à la production de chaleur, à la fameuse cogénération de chaleur et de puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une série d'industries qui travaillent à très haute température. Donc ici, je montre les réacteurs d'aujourd'hui, LWR, les réacteurs à eau légère, 320 degrés à la sortie du GV. Ça pourrait marcher pour des usines de désalination d'ammoniac, peut-être de papier. Mais ça ne marche déjà plus pour le pétrole, le gaz, l'hydrogène, le ciment et le verre. Les réacteurs rapides, eux, montent jusqu'à 550 degrés. Donc là, on change de caloporteur, on utilise le sodium, on utilise des métaux fondus, soit le sodium, soit le plomb. Les Belges sont innovants au point de vue plomb. Là, on peut monter déjà de 200 degrés. Donc, on pourrait s'attaquer au point de vue chaleur à ce genre de marché-ci. Les réacteurs à gaz britanniques, qui fonctionnent déjà maintenant, eux arrivent à 650 degrés. Les réacteurs à haute température, que j'ai montré dans l'image avec les 6 réacteurs de génération 4, montent à 900 degrés et dans un temps très lointain,
on pourrait penser à 1500 degrés. Mais n'oubliez pas que les métaux, comme j'ai montré tout à l'heure, n'existent pas encore. Donc il faudrait développer rapidement des métaux qui atteignent cette température-là. Le but étant de servir ces industries-là en haut. Au point de vue efficacité, théorème de Carnot, donc plus on monte en température, enfin plus la différence entre sources chaudes et sources froides est grande, plus grand est le rendement. Les réacteurs à eau pressurisés tournent autour de 35%. Il faut reconnaître que la nouvelle génération de centrales à charbon, je ne parle pas de pollution ici ou de quoi que ce soit, a des rendements beaucoup plus élevés, en particulier parce qu'ils utilisent l'eau supercritique. Donc c'est très intéressant dans génération 4, dans un des systèmes de génération 4, d'utiliser cette technologie-là qui permettra d'arriver à des rendements de 45 à 50%. Le coût, évidemment, peut-être finalement l'argument décisif, puisque tout est toujours affaire d'argent, le coût. Ça, c'est une étude de 2010, une étude très récente, faite par une université finlandaise qui travaille beaucoup pour les industriels nucléaires. Donc, c'est neutre, je dirais, c'est une université, c'est des gens d'ailleurs assez connus dans le monde de l'économie, professeur Tarjan et professeur Kivisto, qui ont comparé le nucléaire, le gaz, le charbon, les déchets, le bois et le vent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le jaune, c'est le coût du combustible. Le rouge, c'est le coût de l'opération et de la maintenance. Le vert, c'est le coût du capital. Et évidemment, comme on est en Europe, on rajoute le coût du CO2. Hein, ça, c'est les mécanismes d'échange de CO2, ETS, hein, les mécanismes bien connus. La tonne de CO2 a un coût. En 2010, elle valait 20 € la tonne. Aujourd'hui, c'est un peu moins. Donc, c'est le carré blanc qu'on rajoute à cette technologie-ci. Donc, résultat, hein, pour le vent, ils ont compté un facteur 25%. Donc, de 2200, c'est à peu près le quart d'un an. Donc, le vent, je crois que c'est assez optimiste, fournit la puissance installée un quart du temps. Donc, ça entre dans les calculs aussi. Le nucléaire en sort avec un coût de 42 €. Le gaz 58, le charbon 56, les déchets 67, le bois 81 et le vent 62. Donc c'est assez intéressant de voir que le coût du CO2 évidemment joue un certain rôle. C'est aussi intéressant de voir que le nucléaire reste très cher au point de vue investissement. Donc ça c'est le problème des banquiers. Les banquiers, surtout aujourd'hui en période de crise financière, ne sont pas prêts à lâcher hein, les 6 milliards que coûte un EPR, par exemple, sachant qu'ils récupéreront ça sur 40 ans et pas sur les quelques années auxquelles ils sont habitués. En revanche, c'est intéressant de voir que pour le nucléaire, le coût du combustible est minime. Donc ça veut dire que si l'uranium double de prix, par exemple, cas extrême, ça n'aura pas un impact énorme sur le coût total, hein, contrairement par exemple au gaz, au charbon, etc. Donc c'est assez important de voir pas seulement le chiffre absolu total, mais aussi la répartition. Donc le nucléaire reste très cher à l'achat, ça c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus, mais à long terme, c'est le moins cher. On a compté ici un taux d'intérêt de 5%, donc ce sont des calculs que vous pouvez trouver d'ailleurs dans le site mentionné là. Ça, c'est un graphique qui montre de 1950 à 2005 la construction de centrales dans le monde. C'est assez incroyable que dans les années 70-80, on a été capable, je veux dire, au point de vue infrastructure universitaire, etc., et industrielle, de construire si rapidement autant de centrales. C'est absolument fabuleux. Donc aujourd'hui, on assiste à une petite remontée. Je vous ai cité les chiffres tout à l'heure. Il est probable qu'on n'arrivera pas à ce même pic. Mais c'est assez intéressant de voir la capacité de
comment dire, enfin, c'est un message pour les universités, je trouve, et pour les facultés d'ingénieurs en particulier. Bon, ça c'est pour illustrer quelques autres points. La non-prolifération. Donc, qu'est-ce qu'on fait au point de vue non-prolifération? Dans le nucléaire de génération 4, en gros, on essaie de ne plus avoir des chaînes de plutonium séparées des autres chaînes. Donc, on ne veut plus avoir des boucles plutôt d'éléments fissiles isolés dans le circuit chimique ou dans le circuit de fabrication. C'est ce que je vous avais déjà montré auparavant. Hein, on ne veut plus uranium et plutonium en deux boucles différentes. On veut grouper les actinides mineurs extrêmement toxiques avec l'uranium et le plutonium de façon à les rendre impossibles à manipuler, impossibles à voler. Donc le grand avantage des rapides, je vous l'avais dit, ça c'est une comparaison en violet foncé des réacteurs à eau, à eau pressurisée, mais enfin c'est la même chose à eau bouillante, et les réacteurs rapides, donc pressurized water reactor, sodium fast reactor. Alors l'avantage des rapides, hein, je le montre encore ici au point de vue non-prolifération, c'est qu'ils consomment les actinides impairs, hein, c'est ceux-là qui, au point de vue militaire, sont dangereux. Ils consomment le 239, le 241, mieux, beaucoup mieux que le pressurisé, et ils consomment en particulier l'américium et le curium et le neptunium, qui sont aussi fissiles, qui sont aussi d'intérêt militaire, si on veut. Ils les consomment beaucoup mieux que les réacteurs à eau d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un aspect de non-prolifération assez intéressant. Ça, c'est un résumé des circuits chimiques de retraitement du combustible qui, on peut s'arrêter un moment ici, parce que ça, c'est la filière belge, hein, qui était extrêmement intéressant. Le projet MIRA, on peut en dire deux mots, se situe vraiment à l'avant-garde, génération 4 pour ce qui est technologie de réacteur et technologie de traitement des déchets. MIRA est un système couplé accélérateur-réacteur qui traite en particulier les actinides mineurs de façon très efficace. Donc c'est un superbe projet que le gouvernement belge a décidé de payer à 40%. Le gouvernement a déjà mis sur la table une somme de 40 millions pour les premières 5 ou 10 ans. Le centre de Moll, qui a développé MIRA, cherche pour le moment des partenaires étrangers dans l'Union européenne et même en dehors pour boucler le budget total qui est de près de 1 milliard d'euros. Ça, au point de vue politique de non-prolifération, c'est un schéma qui peut être intéressant aussi. C'est une politique lancée par les Américains qui est en grosse discussion pour le moment. En gros, on voudrait diviser, en très gros pour simplifier, le monde en deux catégories. Les États qui auraient des réacteurs, donc 30 plus 35, hein, vous vous souvenez, et les quelques États qui ont le cycle du combustible. Donc, vous voyez tout de suite l'intérêt stratégique derrière ça. Les États qui ont le cycle du combustible sont des États qui peuvent fabriquer toutes sortes de matières fissiles qui veulent. Ces États-là seraient uniquement des utilisateurs de matières fissiles et devraient renvoyer leurs déchets à ces États-là. Donc il y aurait une espèce de leasing, si vous voulez, au niveau mondial pour contrôler l'Iran, l'Irak, l'Iran, la Corée du Nord, etc., tous ces pays qui sont évidemment en marge de la société normale. Conclusion, hein, c'est évident que derrière tout ça, effet Fukushima en particulier, on veut plus de sûreté. C'est le message qu'il y a derrière Génération 3 et qu'il y a en particulier derrière
génération 4. C'est la priorité absolue. La sûreté, à la limite, n'a pas de prix. Elle doit être absolument maximum. Et donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé jusqu'à présent. Peut-être encore deux ou trois mots sur le mix énergétique idéal. Donc c'est évident que tout nucléaire, ce serait idiot. Zéro nucléaire, ce serait tout aussi idiot. Il faut arriver à ce mix idéal qu'on discute depuis des années et qu'on continuera à discuter encore pendant des décennies, en Europe et dans les autres pays, entre toutes les sources d'énergie. Chacune ayant des avantages et des inconvénients. Il est clair qu'il n'y a aucune des énergies qui n'aurait que des avantages et aucune des énergies qui n'aurait que des inconvénients. Voilà, ça c'est une espèce d'image de pré-conclusion, je dirais, le mix idéal. Vous voyez que j'ai laissé la place pour nos enfants et nos petits-enfants. Il est possible qu'il y ait encore d'autres sources d'énergie, ou en tout cas d'autres vecteurs d'énergie, peut-être pas des sources, mais des vecteurs d'énergie à découvrir et qu'il faut garder dans l'équation. Donc tout le débat des scientifiques, c'est de préparer, de développer des technologies dans tous ces domaines-là. Le débat des politiciens et du public, c'est de les choisir. Donc le choix est dans les mains des politiciens. Les ingénieurs et les chercheurs ont fait leur boulot, je crois, ils ont produit ce qu'il fallait. Ça, c'est une petite note pour terminer sur le besoin de communication, qui est un problème dans le domaine nucléaire, enfin dans d'autres domaines aussi d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que le nucléaire, hein. Il y a des gros débats sur les OGM, des gros débats sur le bio, sur les cellules souches. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que le nucléaire qui cause comment dire, des grands débats publics. Donc voilà ce monsieur dans son fauteuil qui dit ceci est peut-être un très bon livre sur le nucléaire, mais j'ai quand même deux problèmes avec le nucléaire. D'abord, je n'y connais absolument rien. Et ensuite, je n'ai pas confiance dans ceux qui s'y connaissent. Donc, c'est un Suédois qui nous a envoyé ça il y a quelques années et je trouve ça assez intéressant comme conclusion. Il y a peut-être une autre façon de communiquer. Oui, ça c'est le forum nucléaire que je vous ai montré tout à l'heure, les différentes questions que les gens se posent et pour lesquelles ils ont des réponses. Ce sont en général des questions de bon sens, des questions excellentes. Hein. Par exemple, ceci, certains disent qu'on ne peut pas se passer du nucléaire en Belgique. Comment font les pays qui n'ont pas de centrale nucléaire? Enfin, c'est toute une série de questions que vous pouvez encore poser d'ailleurs au forum. Voilà, je vais finir par là. Une autre façon de communiquer, c'est évidemment, ça c'était pour la Saint-Valentin, ça circulait dans les laboratoires, une image assez explicite en soi. Et voilà, je crois qu'avec ça, j'ai terminé l'exposé principal. J'ai encore de l'information sur le post-Fukushima. Si vous voulez, on peut en parler pendant le question-réponse. Ce qui a vraiment changé dans les différents pays européens, ou ce qui n'a pas changé plutôt, en termes de planning de centrales, de planning de construction. Ce qui a changé dans le monde aussi. Et alors, peut-être deux mots sur Mira, parce que ça c'est vraiment un très beau produit belge. Mira, Multipurpose Hybrid Research Reactor for High-Tech Applications. Donc, c'est le réacteur de MOL, que vous connaissez tous, hein, SCK-CEN, qui va en fait remplacer BR2. Alors, qu'est-ce que c'est Mira? Mira, on va montrer une image plutôt que du texte. Mira, c'est un accélérateur de protons, 600 MeV, 2,5 mA, donc un accélérateur linéaire, une très longue machine, couplé à un réacteur sous-critique. Donc c'est une vieille idée, si vous voulez, qui a été lancée par Rubia
le prix Nobel Roubiat dans les années 90 et qui maintenant devient réalité, un réacteur sous-critique. Donc ça a l'avantage que dès qu'on arrête la source de protons qui vient fabriquer des neutrons ici, dès qu'on arrête l'accélérateur, la réaction nucléaire s'arrête. Donc il y a un avantage au point de vue sûreté neutronique en tout cas. Le grand avantage, c'est évidemment surtout qu'il est à neutrons rapides dans du plomb. Neutrons rapides, ça veut dire génération 4, ça veut dire qu'on pourra tester là-dedans les matériaux dont on aura besoin pour la génération 4. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans le monde, il n'y a plus qu'un réacteur expérimental à neutrons rapides. C'est un vieux réacteur russe qui s'appelle Bor 60. Et les 5 ou 6 autres réacteurs rapides expérimentaux qui existaient ont été arrêtés à cause de leur grand âge. Donc Mira arrive bien à temps. Il est en cours de calcul pour le moment. La construction va commencer dans quelques années. Il arrivera bien à temps comme outil pour les matériaux de génération 4. Donc, en 2 mots, voilà, BR2 aujourd'hui, c'était déjà un modèle. Je crois que les Belges, comme toujours, sont trop modestes. BR2 était un réacteur remarquable dans les années 60, un design absolument original, que les gens appellent le design macaroni. Vous voyez, c'est un hyperbole de révolution, un paquet de macaroni non cuit, bien sûr, qu'on tord. Donc le haut et le bas du cœur sont beaucoup plus grands que le centre du cœur. Dans le centre du cœur, on a un flux rapide, à l'extérieur, un flux thermique. Une machine absolument originale qui a très bien travaillé depuis 50 ans exactement. On a fêté les 50 ans il n'y a pas longtemps. Machine qui avait 3 buts. Les SCD des matériaux, donc on met dans le cœur de ce réacteur des aciers, des combustibles, des caloporteurs. Pendant quelques mois, quelques années, on voit ce qui se passe. Essais de combustible, en effet, et alors des applications médicales et industrielles. Le fameux dopage de silicium pour tout ce qui est semi-conducteur et énergie renouvelable, solaire, etc. Toute l'électronique a besoin de silicium dopé. Cette machine arrive en fin de vie. Après 50 ans, c'est déjà un maximum pour un réacteur qui a tourné, je dirais, comme une bête de laboratoire. Donc, il était temps de penser à une nouvelle machine qui est tout aussi innovante que, évidemment, dans tout autre type, mais au point de vue innovation, c'est tout aussi innovant que cette machine-là dans les années 60. Alors, Mira, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des neutrons rapides, de nouveau pour tester des matériaux pour la fission et la fusion. La fusion a besoin de neutrons rapides aussi à 12 MEF, à très grande puissance. On arrive presque là-dedans. C'est un démonstrateur de réacteurs couplés, accélérateur, réacteur sous-critique, avec des essais de séparation, comme on l'a vu, donc cette technique de chimie de retraitement et de transmutation. Donc on est en plein génération 4, et plus évidemment les services industriels aussi. Il y aura une partie de ce réacteur à neutrons, enfin à l'extérieur du cœur, qui pourra servir encore pour les radioisotopes médicaux, le dopage de silicium et d'autres. Voilà, donc ça c'était une petite publicité pour les chercheurs belges. Ça, c'est un congrès qu'on a organisé il y a quelques années où vous avez des détails de tout ce que je vous ai expliqué. D'ailleurs, j'ai avec moi dans la voiture, si vous êtes intéressé, les proceedings papier. J'ai une série de comptes rendus de cette conférence qui raconte en détail tout ce que je vous ai dit. Voilà, je crois que...
Oui, oui, oui. Voilà, alors on va commencer la séance de questions. Claude, comme d'habitude. Très bien. Voilà, je crois que dans le cahier des charges des réacteurs de génération 4, on dit qu'en cas de problème, il faudrait essayer de ne pas devoir évacuer les gens. Qu'est-ce qui est spécifiquement prévu dans le design du réacteur pour ça? Oui. C'est pour ça que j'ai montré EPR. Je peux revenir. Le récupérateur de sodium, ça c'est un. Et alors, donc, ça, vous voulez, si vous voulez, c'est un précurseur de génération 4. Le récupérateur de sodium, donc de corium, pas de sodium, de corium. Donc, quoi qu'il se passe dans le réacteur et même dans les GV, si cette masse est fondue, elle est récupérée dans un matériau ici qui est un béton spécial à base de thorium, donc très résistant aux hautes températures, dans lequel il y aurait un refroidissement passif, parce qu'en dessous de ce récupérateur ou ce cendrier, comme l'appellent les Américains, il y a un écoulement d'eau naturel. Donc ça c'est un. Deux, il y a toute une série de systèmes passifs dans Génération 4, pas seulement les recombineurs d'hydrogène, mais aussi des masses d'eau, hein, comme on a vu pour AP1000. Il y a une série de circuits d'eau autour de Génération 4 qui tombent de façon naturelle. Donc, la sûreté passive, ce sont des systèmes de sûreté qui n'ont pas besoin d'électricité ni d'action mécanique, qui agissent par gravité en général, ou alors aussi par effet magnétique. Donc c'est essentiellement ça qu'on a prévu pour, plus évidemment la double enceinte et la peau d'étanchéité. Une question aussi sur les fluides caloporteurs. En général, je pense qu'on veut utiliser des métaux fondus parce que c'est plus efficace que l'eau. Mais on sait les problèmes qu'il peut y avoir avec le sodium quand ça entre en contact avec l'eau. Oui. On pense pouvoir résoudre ces problèmes-là, ou alors on pense passer au plomb bismuth ou des choses comme ça? Oui, non, le plomb bismuth, c'est un autre sujet. Le sodium, en effet, est très réactif avec l'air et l'eau. L'idée qu'on développe au CEA pour le moment, c'est de faire le circuit secondaire soit en CO2 critique, soit en azote. Donc il n'y aurait plus de circuit secondaire en sodium, il y aurait, ou en eau, il y aurait directement des gaz. Et à ce moment-là, on passe à un cycle de Brighton pour la turbine. Donc c'est une autre technologie pour éviter le contact sodium, enfin pour éviter la chimie du sodium. Évidemment, il y a de toute façon, il y a le traitement du sodium, il y a des systèmes d'aspersion contre le sodium, etc. Le plomb, son problème, c'est la corrosion. Et là, on travaille avec les Russes. Les Russes ont une très longue expérience du plomb. Donc là aussi, il s'agit de mettre dans le plomb des éléments qui retardent la corrosion. Ceci dit, si on veut passer à une température encore supérieure, alors on utilise les gaz. Donc c'est pour ça, tout dépend dans quelle gamme de température on veut rester. L'eau jusqu'à 300, les métaux fondus jusqu'à 550, le gaz jusqu'à 1000. Bonsoir. Où en est l'expérience française à Cadarache concernant la fusion magnétique? Oui, donc c'est la fusion par confinement, c'est ITER. Hein. Alors, il y a un mini-ITER à Cadarache qui s'appelle Thor Supra, mais qui est juste de la physique des plasmas. Et le gros projet, c'est probablement de ça que vous parlez, c'est ITER, qui est un tout nouveau projet. Pour le moment, il n'y a que le béton qui est prêt, il n'y a pas encore de machine. Le but de ITER, c'est de passer à une phase pré-industrielle. Ce n'est pas encore industriel. Donc, vous savez, le problème de la fusion, c'est l'instabilité du plasma. Alors, le JET, le programme européen du JET à Kelam, est arrivé à 30 secondes de stabilité du plasma. ITER veut arriver à une demi-heure de stabilité du plasma. Ça, c'est un défi.
L'autre défi, c'est ce qu'ils appellent le facteur Q, c'est-à-dire la puissance sortante du réacteur qui doit évidemment être supérieure à la puissance entrante. Dans le jet, c'était l'inverse, on devait ajouter plus de puissance que ce qu'on recevait. Dans ITER, on arrivera à un facteur 50, donc la puissance de sortie de ITER sera 50 fois plus grande que la puissance d'entrée. ITER a eu des problèmes financiers, comme vous avez pu lire dans la presse, mais ça devrait retarder le timing de construction, mais pas du tout la décision. Donc ITER devrait être prêt dans, qu'est-ce que c'est, je crois que c'est 2020, dans 8 ans. Une autre question? Bonsoir. On peut espérer récupérer des déchets enfouis et les réinsérer dans un réacteur pour diminuer la longueur de vie. Oui, ça c'est toute la question de la réversibilité. Donc, c'est aussi une question un peu que j'appelle de façon peut-être un peu exagérée de philosophie de base. En ce sens que c'est un acte de confiance dans la génération suivante. Il faut avoir la capacité de le faire. Alors, il y a des stockages souterrains qui sont irréversibles. Donc, ce sont des pays qui ont décidé, moi, si je les enfouis, je ne veux plus jamais y avoir accès parce que des terroristes pourraient aussi entrer, pas seulement des générations suivantes de bons ingénieurs qui auraient trouvé la technologie idéale, mais aussi des terroristes. Et il y a d'autres pays, comme la France, par exemple, la France l'a même mis dans sa loi, qui veulent que le stockage souterrain soit réversible, c'est-à-dire qu'on puisse un jour l'ouvrir. Et à ce moment-là, on peut, bien sûr, avec les techniques de génération 4, ça coûtera ce que ça coûtera, mais la technologie est là, on peut très bien rebrûler, redémonter les déchets vitrifiés, récupérer les actinides mineurs et les brûler à ce moment-là, ce serait plutôt dans des machines comme Mira, hein, qui brûlent plus qu'un réacteur de puissance. Donc il faut dire que Mira est une machine tout à fait dédiée à l'incinération des déchets, tandis que la génération 4 dont j'ai parlé, c'est des machines avant tout productrices de mégawattheures et accessoirement qui brûlent leurs déchets. Une petite précision quand même sur la possibilité qu'on pourra avoir de retraiter les déchets nucléaires, c'est qu'on peut espérer rebrûler les actinides mineurs, mais on ne sait rien faire des produits de fission. Non, mais ceux-là, donc, ils vont rester de toute façon comme déchets ultimes. Exactement, exactement. Mais les déchets de fusion ont quelques centaines d'années de vie. Hein. Les produits de fission ne sont pas un problème. Le problème, c'est les actinides mineurs. Enfin, les problèmes, ça c'est une question aussi. Si on veut y mettre le prix, on peut les traiter comme j'ai dit ici. Si on estime, c'est mon autre graphique du petit point invisible, si on estime qu'une toute petite quantité, qu'est-ce qu'on dit? Je crois qu'on dit un dé à coudre par an, par famille, quelque chose comme ça. Si on estime qu'on s'en fiche, qu'on peut mettre ça dans un stockage souterrain, on résout aussi en quelque sorte le problème. Hein. Comme je l'ai dit en conclusion, le monde des ingénieurs et le monde de la recherche présentent une série de solutions. Ici, je vous ai montré comment on peut le brûler. Ça a un coût. Hein. Mira coûte 1 milliard. Hein. Un Mira peut brûler, enfin on n'a pas entré dans le détail, mais de 200 kg d'actinides mineurs par an. Donc il faut faire un calcul. Là, est-ce que la société est prête à payer ça pour se débarrasser d'un point, hein, pour reprendre mon image, de déchets fortement radioactifs à 500 mètres de profondeur. C'est un débat de société. Moi, je ne veux pas trancher non plus, mais on doit présenter les choses avec leur coût humain, leur coût financier et les risques qui sont attachés. Une autre question? Oui, Michel. Tous ces projets, ce sont de beaux projets évidemment, mais la question que je me pose, c'est qui va le faire? Parce que quand on voit que le nombre de scientifiques, d'ingénieurs est en baisse,
quand on voit que la plupart des ingénieurs actuels seront à la retraite d'ici 5 ou 10 ans, pour développer tout ce genre de travaux, pour continuer le nucléaire actuel, pour démanteler les centrales nucléaires, il va falloir de la main-d'œuvre, enfin plutôt de la main-d'œuvre et de la matière grise. Alors, quels sont les scénarios possibles pour former la matière grise, pour arriver à ce nouveau nucléaire? Oui, il y a plusieurs réponses à ça. On développe toute une série de cours, comme M. Leboué l'a dit en introduction. Je m'occupe aussi de formation et d'enseignement. Donc, la Commission a développé une série de cours d'ingénieurs génération 4, par exemple. Donc, il y a maintenant, c'est évidemment le CEA à Cadarache qui est chef de file de ça, une école d'ingénieurs de génération 4. Il y a une école de sodium déjà. Nous, on a dit au CEA, faites une école d'ingénieurs génération 4, de la même façon qu'on leur a dit il y a 5 ans, faites une école d'ingénieurs ITER. Il manquait d'ingénieurs en cryogénie, il manquait d'ingénieurs en matériaux sophistiqués de ITER, les ODS en particulier. Donc il y a maintenant une école d'ingénieurs fusion qui est en train de se construire. Et les étudiants en viennent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La deuxième réponse, ce serait mon graphique des années 70, là, où on voit que s'il y a un besoin, donc un besoin industriel, une montée en puissance du nombre de centrales, les jeunes arrivent parce qu'il y a des salaires, il y a de l'emploi, pour le moment, c'est un peu l'œuf et la poule, comme il n'y a pas beaucoup de centrales en construction en Europe, parce que n'oubliez pas qu'il y en a une soixantaine en Asie et dans les autres pays en dehors de l'Europe. En Europe, il n'y a pas beaucoup de centrales en construction, donc ça n'attire pas les jeunes. En Finlande, par exemple, avec Olkiluoto, on a vu immédiatement une montée du nombre d'étudiants dans la faculté d'ingénieurs. Donc il y a deux réponses à ce que vous dites. Il faut que les universités fassent leur boulot. En l'occurrence, j'avoue qu'elles ne le font pas toujours, c'est pour ça que nous avons lancé cette initiative d'ingénieurs génération 4. Et alors, il y a le marché qui doit tirer les nouvelles professions. De la même façon que dans les années 2000, tous les jeunes faisaient de l'informatique. Maintenant, tous les jeunes font des nanotechnologies. Dans 10 ans, si on construit des centrales en Europe, il y aura un appel de main-d'œuvre qualifiée. Mais c'est un souci, c'est vrai que ce n'est pas gagné d'avance. Quelqu'un désire poser une dernière question? Mais moi j'en ai une. Vous avez insisté tout à l'heure sur le fait de considérer le plutonium comme un déchet ou comme une ressource. Présenté comme vous l'avez fait, évidemment, ça semble évident que le plutonium, manifestement, il y a un moyen encore de l'utiliser. Mais quels sont les arguments des gens qui estiment que c'est un déchet? Pourquoi ces gens-là ne sont pas convaincus par les arguments des autres? Oui, ils ne sont pas convaincus pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme je l'ai montré, pour récupérer ce plutonium, on utilise la technique Purex, dans laquelle la boucle de plutonium est toute seule. Donc les gens nous disent, c'est extrêmement proliférant ce que vous faites là. Si un terroriste sait ça, enfin il le sait, mais s'il est capable d'entrer dans une usine de retraitement et qu'il dévie, pour simplifier, la boucle de plutonium vers son camion, disons, il a du plutonium pur. Donc les gens disent, le plutonium, ça c'était la mentalité américaine depuis le président Carter, par exemple. Le plutonium, c'est l'horreur. Il y a toujours un terroriste, pensent certains, qui est derrière chaque gramme de plutonium. Et d'autres disent, mais non, au contraire, surtout avec les nouvelles techniques de retraitement, où le plutonium n'est plus facilement volable, il faut le brûler. Ça aussi, ça a un coût. Il y a des études économiques, c'est l'OCDE qui s'occupe de ça. Et pour le moment, c'est toujours rentable, du point de vue purement financier, de faire du MOX. Mais de nouveau, c'est une question d'opinion publique. Il y a des mots comme plutonium, je mentionnais aussi, parce qu'il faut être complet, OGM,
cellules souches, il y a des mots comme ça qui font trembler l'opinion publique et qui ne veulent pas en entendre parler. Nous, on est obligé de respecter ça. Hein. Tout ce qu'on essaye de faire, c'est leur dire, écoutez, voilà ce que c'est qu'un OGM, voilà ce que c'est qu'une cellule souche, enfin, ce n'est pas du tout mon domaine, mais voilà ce que c'est que du plutonium. Choisissez, hein, vous, monsieur, madame, X, Y, est-ce que pour vous c'est un avantage ou un inconvénient? Bien, mais je pense qu'on va arrêter là. Merci infiniment. Je pense qu'on a eu un très très beau cycle grâce à tous les intervenants. Merci de votre fidélité. Bon printemps des sciences toutes et à tous. Je vous rappelle que ce week-end, c'est la clôture du printemps des sciences avec le festival scientifique à l'hôtel de ville de Mons de 14h à 19h, samedi, dimanche. Plus dernière possibilité d'avoir des visites guidées, d'explorer l'invisible 2.0 au musée d'histoire naturelle de Mons. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Bon retour. À bientôt. Merci beaucoup.